Ah, la traduction est... Vous avez coupé le micro. Le micro est coupé. لا مش الحال. Ça va? Oh, ok. Vous m'entendez bien, docteur? Oui, là maintenant, oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom du criminologue qui a fait la recherche? Heidenheimer. اوكي هايدنهايمر عمل دراسه لحتى يشوف الفساد من وجهه نظر المواطنين، من وجهه نظر النخبه يعني السياسيين اصحاب السلطه، ولقى انه في 3 انواع من الفساد. في عندنا الفساد الاسود، الفساد الابيض، والفساد الرمادي. الفساد الاسود لما بيكون وجد الفساد وهو متفق عليه من الفريقين. الفساد الابيض هو لما بيكون موجود ولكن في فريق متفق على وجود هذا الفساد وفريق لا. الفساد الرمادي هو لما بيكون في اختلاف بين الفريقين. دكتور à vous la parole. Voilà. Donc, gardez toujours en tête ces 3 façons de voir la corruption. C'est très important et vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Alors, qui sont habituellement, quels que soient les pays, quels que soient les secteurs, qui sont les personnes impliquées, les acteurs impliqués dans la corruption? Il y a bien sûr les individus et il y a les systèmes. Et ça, c'est très important de comprendre que des systèmes peuvent être corrompus, c'est-à-dire des institutions publiques, des parlements, des postes de police. Ça peut être très varié comme système qui peuvent être corrompus. Qu'est-ce qui fait qu'un système est corrompu? C'est qu'il va y avoir une synergie, une fusion entre des individus corrompus et des systèmes déficients, dysfonctionnels. Donc, ça veut dire que l'institution ne fonctionne pas bien et en plus, il y a des gens corrompus à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une corruption systémique. Donc, on ne peut pas dire dans un pays, par exemple, qu'on dit qu'il y a beaucoup de corruption, on ne peut pas dire seulement les gens qui sont corrompus. Parce que je vous donne l'exemple, ici au Canada, il n'y a aucun pays où il n'y a pas de corruption. La corruption peut être un peu ou beaucoup, mais il n'y a pas de pays dans ce monde où il n'y a aucune corruption. Pas de pays, je veux dire, de pays fonctionnels, là, de pays reconnus. Que ce soit au niveau des Nations Unies, là, quand on parle de pays reconnus par les Nations Unies. Alors, il n'existe aucun pays reconnu par les Nations Unies qui ne soit pas corrompu du tout. Il y a toujours un peu de corruption. Lorsque le système de l'État fonctionne et qu'il y a quelques individus ou une minorité d'individus qui sont corrompus, la corruption est moins importante. Donc, il y a un fonctionnement du système. Mais lorsque le système ne fonctionne pas parce qu'il est déficient, tout simplement, et qu'il y a des corrompus, c'est là qu'on se retrouve avec des systèmes encore plus corrompus. Donc, il faut des individus et il faut un système. Ça n'existe pas des pays où c'est juste les gens qui sont corrompus et pas les systèmes ne sont pas impliqués dans ça. Il y a toujours un petit peu de système à quelque part. Ce n'est pas juste des individus. Donc, il faut arrêter de croire que si on arrête tous les individus, on aura réglé le problème de la corruption. Ce n'est pas vrai. Parce que si le système n'est pas fort, il y aura encore des individus capables d'utiliser le système pour faire de la corruption. Donc, il faut un système fort pour pouvoir combattre la minorité des individus corrompus. Je vous laisse traduire. اوكي نحن هون عم نحكي عن فساد النظام. الدكتورة عم بتجرب تقول انه عم تعطينا مثل عن مؤسسة في بقلبها اشخاص فاسدين. لما بتكون المؤسسة قوية أو حتى إذا فينا نطلع من قصة المؤسسة لنطلع على الدولة، إذا كان النظام اللي بالدولة قوي بيمنع وجود الأشخاص الفاسدين.
كانت عم تحكي الدكتورة عن الإكيليبر أو التوازن بين الأشخاص الفاسدين وبين النظام. إذا كان في شوي أو قلة من الأشخاص الفاسدين فينا نقول إنه والنظام قوي، فينا نقول إنه نحن بنقدر نمنع هيدا الشيء. ولكن ما فينا أبداً نقول إنه حتى لو عنا أشخاص قليلين فاسدين بس النظام كمان منه قوي، ما فينا نقول إنه الدولة ما فيها فساد. لازم النظام هو الأساس، لازم يكون قوي ولحتى نقدر نحارب الأشخاص الفاسدين. صحيح. بس كمان دكتور كمان بس بدي أعلق على شغله كانت عم بتقول إنه مسؤولية إنه نكون فاسدين هي ما بتوقع بس على شخص أو على مجموعة، هي بتوقع علينا كلنا، يعني على المسؤولين عن الموضوع وعلى الاندفيديوال الموجودين بقلب المجتمع. هذا اللي دائما بنقوله، كل واحد يتحمل مسؤولية من منطلق نفسه كمان تجاه الآخر. مزبوط. وقالت كمان إنه ما في وجود لدولة حيث لا فساد. صحيح. Docteur, C'est vrai, tout à fait. Donc, au fond, ce qu'il faut comprendre dans un système, c'est que plus on monte, ça c'est un autre point que je souhaite amener, c'est que plus on monte dans la hiérarchie du système, plus les personnes contrôlent les règles du système. Et donc, si ces personnes-là sont corrompues, elles peuvent utiliser les règles du système à leur avantage. Ce qui veut dire que les personnes les plus responsables de la corruption sont les personnes qui contrôlent le système, qui ont le pouvoir et qui sont corrompus. C'est eux qui sont les premiers à être tenus responsables d'une corruption systémique. اوكي، نحن عم نقول اذا طلعنا بهيكليه النظام بنلاقي انه في اشخاص خصوصا اللي عندهم السلطه هن اكثر شيء مسؤولين عن يا اما هيدا الفساد بينتشر او لا. فاصحاب السلطه هن اكثر ناس مسؤولين يا اما عن انتشار هيدا الفساد او عن انه نتخلص منه او نحارب. Donc la responsabilité, elle est individuelle et collective. إذا أن المسؤولية هي فردية وجماعية. Voilà. Alors, quels sont les éléments qui favorisent la corruption? On l'a déjà dit tout à l'heure, un État qui est faible. Un État dont les institutions publiques sont dysfonctionnelles. Donc, un État qui n'est pas capable d'être un État, d'occuper son rôle d'État, et des institutions publiques qui sont faibles, qui sont dysfonctionnelles et qui ne sont pas capables de jouer leur rôle d'institution. Bien sûr, des élus corrompus. Une instabilité politique. L'instabilité politique aussi est très favorable à la corruption. Les guerres, les épidémies, les crises sociales, tous ces éléments-là sont très favorables pour la corruption. Et bien sûr, lorsque l'État et les institutions publiques sont noyautés par des groupes mafieux, donc des groupes qui fricotent, disons, dans le monde criminel et qui remplissent leurs poches par le blanchiment d'argent, par la drogue, par la vente d'armes ou par les flux monétaires étrangers. Donc, des flux qui ne sont pas de l'aide internationale forcément, mais des flux d'argent qui peuvent venir de l'étranger pour, si vous voulez, contrôler l'État, contrôler les politiques de l'État. اوكي، نحن هون بدنا نحكي متى تكون الدولة ضعيفة. الدولة بتكون ضعيفة لما بتكون المؤسسات العامة اللي موجودة بهذه الدولة ما عم تشتغل بشكل صحيح أو دخل الفساد عليها. الدولة لا تستطيع أن تقوم بعملها إذا كانت الإدارات العامة فاسدة فيها. ولما بصير في حروب، لما بصير في أزمات اجتماعية وكوارث، الفساد بيكون أو الأرضية إذا بدكم تبعت الدولة بتكون هشة لحتى يدخل الفساد
عليها، خصوصا اذا كان في مجموعات مافيات كمان عم تشتغل مع بعضها حتى تسهل عمليه هيدا الفساد. صح، مثل ما صار فينا وقت بلش كوفيد 19 بلبنان، لانه نحن بلدنا النويو تبعه ضعيف وكل المؤسسات الرسميه شبه ما بتشتغل، منا فاعله الدوائر الرسميه، انكشفنا. يعني كوفيد 19 الكارثه او الحرب دغري ببين قديش نحن ضعاف. صحيح. Alors, là, je vais vous parler un peu de l'impact de la corruption dans le monde. Et ça touche aussi le Liban. Il faut savoir que plus de 5% du PIB par année de tous les États, donc tous les pays qui font partie de l'ONU, ils ont calculé ça, 5% de leur produit intérieur brut par année est comme volé par la corruption. Donc, ils perdent en fait plus que 5% de leur produit intérieur brut à cause de la corruption. Et un autre chiffre important, environ 1000 milliards, on ne parle pas de millions, 1000 milliards de dollars US sont payés en pots de vin dans le monde. 1000 milliards de pots de vin. 2600 milliards de dollars US en moins dans les caisses de l'État. Les caisses des différents pays ont 2600 milliards de dollars US en moins de leur caisse. Conséquence de ça, c'est quoi? C'est que ces détournements de fonds-là, c'est moins d'argent dans la santé, ou pas du tout d'argent dans la santé, c'est moins d'argent dans l'éducation. C'est ce qu'on constate. Le vol qui est fait par la corruption entraîne moins d'argent dans la santé, dans l'éducation, pour la vieillesse, pour les personnes âgées, donc pour les services sociaux en général. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'une perte de confiance envers les gouvernements et ça crée de l'instabilité politique. Par exemple, les printemps arabes, essentiellement, ont été dus à des manifestations anti-corruption. Et on l'a vu aussi au Liban, en octobre 2019, il y a eu des campagnes comme ça, des manifestations anti-corruption. Donc, au fond, ce qu'on constate, c'est que la corruption, non seulement affaiblit les États, mais elle appauvrit les populations. اوكي بدنا نحكي هلا عن تاثير الفساد على العالم وكمان على لبنان. الدكتور عطت ستاتستيك او احصاءات، قالت انه بالعالم 5% تقريبا من الانتاج عم بيروح بسبب الفساد، 100 مليار دولار تدفع رشاوي بالعالم، 2600 مليار دولار تسرق بصناديق الدول. نتيجة هيدا الشيء عنا أقل مصاري تدفع بالقطاع التعليمي، بالقطاع الصحي وبالخدمات الاجتماعية، مما ينتج عنه فقدان ثقة الناس تجاه الحكومة. ومثل ما شفنا الربيع العربي وكل الثورات اللي صارت بسبب الفساد، والفساد أكيد بيضعف الدولة وبيضعف الأفراد، بيضعف الشعوب أكيد. Tout à fait. Alors, je vais vous parler maintenant d'un outil qu'on utilise pour évaluer, si vous voulez, le niveau de corruption des pays. Celui de 2020, donc de 2020, je vais vous expliquer un peu le lien avec la pandémie qu'on a eue actuellement. Alors, on appelle ça l'indice de perception de la corruption. L'indice de perception de la corruption, c'est quoi? C'est comment les gens perçoivent la corruption dans leur pays. Dans ce cas-là, ils ont pris des experts ou des gens d'affaires. Donc, vous voyez, on revient à la définition de Heidenheimer qui comparait les perceptions des gens face à la corruption. Donc, dans cet indice de perception de la corruption,
on a une échelle de 0 à 100. 0, ça veut dire que tu es très corrompu. 100, ça veut dire que tu es très peu corrompu. Donc, on ne peut pas dire pas corrompu parce que ça n'existe pas. Donc, c'est très peu corrompu, en fait. Alors, ce qui est intéressant dans cet indice de perception, c'est qu'ils ont évalué 180 pays et territoires dans le monde. Et je vais vous donner au fur et à mesure les résultats. Juste expliquer c'est quoi cet indice de perception de la corruption. اوكي في بالعالم بسنه 2020 انعمل دراسه بتحكي عن مؤشر ادراك الفساد بالعالم، كيف يدرك الناس الفساد، وفي رجال دولة متخصصين قاموا بهيدي الدراسه، وهون بنرجع اكيد لتعريف هايدن ماير للفساد اللي حكينا عنه قبل شوي. بهيدا المؤشر في عنا علامات من 0 ل 100. 0 بتعني فاسد جدا، 100 بتعني فاسد ولكن بشكل قليل، لانه ابدا ما فينا نقول انه ما في فساد بالمره. وهذا الشيء انعمل على 180 بلد بالعالم، والدكتور رح تعطينا النتائج كل مره تباعا. Alors, l'année 2020 a été la pire des années qu'on a connues. La grande majorité des pays ne parviennent toujours pas à lutter efficacement contre la corruption. Dans le secteur public, bien sûr, on parle toujours du secteur public là. On n'aborde pas le secteur privé. Donc, dans le secteur public, la majorité des 180 pays ne parviennent toujours pas à lutter efficacement contre la corruption. Les 2/3, c'est quand même beaucoup, les 2/3 des 180 pays ont des scores inférieurs à 50 avec une moyenne de 43. Ça veut dire vraiment que près de la moitié des pays n'ont pas beaucoup évolué depuis les 10 dernières années. Vraiment, depuis les 10 dernières années, il n'y a pas eu de grande évolution de ces pays-là. Et la pandémie a empiré l'année 2020. C'est ce qu'on constate. Donc, la première idée importante, c'est que l'année 2020 a été la pire des années, d'une part parce que la majorité des pays n'ont pas réussi à vraiment être efficaces au niveau de la lutte à la corruption, et près de la moitié des pays n'ont pas évolué. Ils sont toujours restés au même niveau de corruption. Et avec la pandémie, parce que n'oubliez pas, lorsqu'il y a des crises, des pandémies, ça accentue la corruption. Donc, avec la pandémie, ça a encore empiré la corruption durant l'année 2020. OK. سنة 2020 كانت أسوأ الأعوام بسبب أكيد انتشار الكورونا، ومثل ما قالت الدكتور لما بصير في أزمة بتزيد نسبة الفساد، والفساد استشرى بشكل كتير كبير. من ضمن ال 180 بلد اللي حكيت عنهم الدكتور اللي هن كانوا من ضمن الدراسة، أغلبية هذه البلدان ما كانت عم بتحارب الفساد، وخصوصاً بالقطاع العام. في عنا ثلثين البلاد، يعني 2/3 من هول البلدان، يعني أكثر من 50 أو تقريباً أكثر من نصف هول البلدان ما كانوا عم يتطوروا على هذا الصعيد، وما كانوا عم بيحاربوا الفساد ولا حتى عم بيقيموا الفساد ببلدهم. يعني آخر 10 سنين كانت عم تذكر دكتور إنه آخر 10 سنين فعلياً ما انشغل أصلاً على محاربة الكوربسيون، وبالتالي لا ليش ال 2020؟ لأنه كشفت يمكن الأزمة بسبب كل زوايا الفساد. 100%. Tout à fait. Alors, quel a été l'effet de la pandémie sur la corruption mondiale? Après, je vais parler du Liban. Donc, quel a été l'effet? Premièrement, on a constaté vraiment une fragilisation de la réponse sanitaire mondiale. Ça veut dire que malheureusement, il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu avoir des tests, ils n'ont pas pu être hospitalisés, ils n'ont pas pu avoir l'aide médicale qu'ils auraient dû avoir à cause de la corruption. Donc, il y a eu des gens qui sont morts. Et la manière de répondre, c'est-à-dire la réaction à la pandémie, n'a pas été optimale dans tous les pays à cause de la corruption.
L'autre point qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu, par exemple, des surfacturations des produits médicaux. Alors, des masques qui coûtent peut-être 50 sous, ils l'ont mis à 10 $. C'est-à-dire, il y a eu vraiment des surfacturations de plusieurs millions de dollars pour des produits médicaux, pour des masques, des gants, des sanitizers, des liquides pour nettoyer les mains. Il y a eu des détournements de fonds, donc de l'argent qui va pour le médical, mais qui est utilisé pour autre chose. Il y a eu du favoritisme, c'est-à-dire des gens que parce qu'ils sont le fils de un tel ou de un tel, on l'a traité, mais l'autre, on ne l'a pas traité parce qu'il n'a pas de wasta. Donc, il y a eu de la corruption dans le milieu de la santé un peu partout dans le monde. Par exemple, ici au Québec, malgré que nous avons un État qui est fort, on a constaté qu'il y a eu des gens qui ont réussi à vendre au gouvernement des masques, des produits sanitaires à fort prix et ils n'ont jamais livré les produits. C'est sorti dans les journaux, ça a été dénoncé, le gouvernement est regardé de près. Vous voyez la différence, c'est que ici chez nous, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une corruption à quelque part qui s'est passée, mais on n'a pas laissé faire. Les journaux sont rentrés là-dedans, ils ont dénoncé. Maintenant, on a des vérifications qui sont faites pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que cette personne-là a réussi à avoir des contrats de plusieurs millions de dollars alors qu'au fond, elle n'avait même pas le produit de livraison? Ça, c'est un exemple. Donc, ce qu'on a constaté durant la pandémie, c'est qu'il y a eu des surfacturations. L'accès aux médicaments, l'accès aux tests, aux vaccins n'est pas pareil partout dans le monde. Il y a des gens qui réussissent à contourner le système. Il y a eu des vols de vaccins, des vols de masques, etc. Et donc, on voit comment la corruption peut nuire à l'aide médicale qu'on peut amener à des populations. اوكي بدنا نحكي عن تاثير ازمه كورونا على الفساد العالمي وبعدين رح نحكي على صعيد لبنان اكيد. اول شيء صار في عندنا هشاشه على صعيد صحي، في ناس ماتوا لانه للاسف ما قدروا يحصلوا على المساعده الطبيه اللي لازم يحصلوا عليها. كان في كمان تلاعب بالحصول على الادوات الطبيه لانه للاسف كمان كان في محسوبيات، في اشخاص كانوا عم يحصلوا على هذه الخدمات لانه بيقربوا يمكن اشخاص اصحاب السلطه اللي عندهم اكسي على هذه المواد. كان في سرقه، كان في تلاعب، وما كان في عداله بالنسبه للحصول على هذه الخدمات او تساوي اذا بدكم. Alors là, vous voyez sur cette carte-là, vous avez ici les meilleurs pays, les pays qui vraiment font de la belle lutte à la corruption. Le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, Singapour, qui est un tout petit pays, la Suède et la Suisse. Ça, c'est les 6 premiers, les 6 premiers pays les meilleurs au monde en termes de lutte à la corruption. Il y a très peu de corruption dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des États forts et ils ont des règles, des lois vraiment efficaces pour lutter contre la corruption. Ici, vous voyez en dessous les pays les pires, les plus corrompus. Alors, c'est le Venezuela, le Yémen, la Syrie, la Somalie, le Soudan du Sud. Mais vous allez constater que la grande majorité de ces pays sont en guerre ou ont des conflits. Donc, vous voyez le lien corruption, conflit, guerre, tout est lié. Alors, au Venezuela, il y a une grosse crise politique. Au Yémen, on sait qu'il y a une guerre. En Syrie, Somalie aussi, il n'y a peut-être pas de guerre, mais il y a je vous dirais, des conflits internes très importants entre l'État, des groupes djihadistes. De la même manière qu'au Soudan, on a aussi des conflits importants. Donc,
la corruption ici est beaucoup liée à l'instabilité de l'État, à l'instabilité politique qui règne dans ces endroits-là. بهيدي الخريطة رح نشوف البلدان اللي ما فيها فساد والبلدان اللي مستشري فيها الفساد، وإذا بنطلع بنلاقي إنه في كتير علاقة بين الحروب والنزاعات وبين الفساد. يعني البلدان الأكثر فساداً بالعالم هي فنزويلا، اليمن، سوريا، السودان، الصومال، مثل ما بنلاحظ إنه فيها حروب ونزاعات، بينما البلدان الأقل فساداً هي الدنمارك، فنلندا، السويد، سويسرا، نيوزيلندا وسنغافورة. Et donc, vraiment, c'est la stabilité des États qui est très importante عدم là-dedans. الاستقرار عند بهيدي البلدان هو اللي كمان بيساهم بانتشار هذا الفساد. والعكس صحيح. Alors, depuis 2012, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a 26 pays qui ont progressé, c'est-à-dire qu'ils se sont améliorés au niveau de la corruption. Ils ont amélioré leur lutte à la corruption. On voit qu'il y en a 26 qui ont augmenté, donc la Grèce, Myanmar, Équateur. Je vous donne 3. Il y en a 26 en tout. Là, j'ai une progression. Je vais vous laisser traduire ça, après je passe à la prochaine. اوكي، منذ العام 2012 في 26 بلد طوروا من حيث محاربة الفساد، منهم اليونان وفي بلدان على خط الاستواء وميانمار. Et l'Équateur. Par contre, il y en a 22 qui ont régressé, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu mieux avant, mais là, ils sont pires qu'avant, le Liban. Il y en a 22 et le Liban fait partie de ces pays-là avec le Malawi et la Bosnie-Herzégovine. Alors, on voit que le Liban, malheureusement, n'a pas progressé, mais il a plutôt régressé. وبنشوف كمان انه في 22 بلد تراجعوا من حيث محاربه الفساد، ومنهم للاسف لبنان اللي ما تقدم ابدا بل بالعكس تراجع، هو وملاوي وبوسنا والهرسك. Alors voici le Liban. Le Liban, comme vous le voyez, il est au 149e rang. Ça veut dire quoi? C'est que sur les 179 pays, il est au 149e. Ça veut dire que le Liban est très corrompu, avec un indice de 25. Hein. Rappelez-vous, si vous voyez ici le continuum, là, je vous montre de fortement corrompu à très peu corrompu. Vous allez voir que 25, entre 20 et 29, c'est vraiment dans la zone de très corrompu. Alors, on constate qu'il y a 24 pays, seulement 24 pays qui sont plus corrompus que le Liban. Et ça comprend les pays que je vous ai montrés tout à l'heure, comme la Somalie, la Syrie, le Soudan, le Yémen, donc des pays en guerre là quand même, qui ont des gros conflits internes. Et il y a 7 pays qui sont aussi corrompus, même échelle que le Liban, comme par exemple l'Iran, le Guatemala, le Cameroun. Donc, il y a 7 pays qui sont égalitaires en termes de corruption au Liban, avec le Liban. Et il y a 147 pays qui sont mieux que le Liban. Donc, vous voyez que dans l'indice de perception de corruption, le Liban est considéré dans le monde comme un pays très corrompu. يعتبر لبنان من البلدان الفاسدين اللي فيهم فساد كتير، هو بالترتيب 149. نحن قلنا انه في 179 بلد بهيدي الدراسه، هو بالترتيب ال 149، اي فاسد جدا. المؤشر على 25. نحن قلنا من قبل انه المؤشر من 0 ل 100، 0 يعني فاسد جدا و100 فاسد قليلا. لما يكون هو على 25 يعني في فساد كتير كبير. في 24 بلد قبله للبنان، من بعده للبنان من حيث الفساد، وهن مستشرفين النزاعات. وفي 7 بلدان
نسبة الفساد فيهم بتعادل نسبة الفساد اللي موجودة بلبنان، منهم غواتيمالا مثلا. Et 147 qui sont mieux. Alors, quel a été l'effet de la pandémie au Liban? Qu'est-ce que la pandémie a amené de plus dans la corruption au fond? D'abord, on a constaté que le Liban était très mal préparé pour la pandémie. Et cette mauvaise, si vous voulez, préparation de la pandémie, du système de santé libanais face à la pandémie est due à des années de corruption. Donc, ce n'est pas forcément dû à l'incompétence des gens, mais plutôt à un système médical défaillant, donc un système qui est corrompu. Les hôpitaux, on a constaté que les hôpitaux, les centres de santé n'avaient pas les ressources nécessaires, n'avaient pas l'organisation pour répondre efficacement à la première vague de la pandémie. Donc, on peut dire que ce système-là était faible, défaillant. On a constaté aussi que les hôpitaux ont manqué de personnel, n'avaient pas de protocole de gestion. Comment on fait quand on a une pandémie? On a vu aussi qu'ils étaient sous-approvisionnés, c'est-à-dire ils n'avaient pas les médicaments nécessaires, ils n'avaient pas les masques nécessaires, ils n'avaient pas les tests nécessaires, ils n'avaient pas les produits nécessaires pour faire face à la première vague de la pandémie. Et bien sûr, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a un accès qui est inéquitable en termes de vaccins, en termes de tests, de corona. Donc, on a constaté que même encore avec les vaccins, c'est pas tout le monde, on sait qu'il y a eu des détournements de vaccins, etc. Donc, encore là, on voit comment la corruption agit dans la réponse à la pandémie. Okay. كيف ساهمت كورونا أو فضحت الكورونا الفساد اللي موجود بلبنان؟ أول شيء بيّنت إنه نحن منا متحضرين لهيدي الجائحة، والسبب مش هو عدم كفاءة الناس اللي موجودة بالمستشفيات يمكن كفؤة، بس في نظام هش ما كان متحضر أبداً لهيدي الجائحة، إذن هيدا النظام هو ضعيف. المستشفيات ما كانت عم تملك موظفين بالعدد لم يكن كافٍ، المعدات الطبية، التستات أو الاختبارات اللي كان لازم تنعمل ما كانت كافية، وصار في تلاعب، بيّن إنه في تلاعب وما في مساواة من حيث الحصول على الخدمات الطبية أو حتى على اللقاح. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la corruption, c'est un virus. C'est comme le corona. La corruption, c'est le corona qui rentre dans la société et qui la bouffe. La corruption, c'est vraiment un virus qui gangrène une société et qui la bouffe au complet, en fait, qui la bouffe le plus qu'il peut, et ça a un impact direct sur tout le monde. Tout le monde est touché par la corruption, même si tu n'es pas une personne qui est corrompue ou qui accepte des pots de vin, tu n'as rien à voir là-dedans, mais tu es quand même touché par la corruption parce que ça va faire moins d'argent en santé, moins d'argent en éducation, moins d'argent dans les petites, par exemple, pour la police, pour la sécurité, moins d'argent aussi pour, par exemple, la division de la santé qui s'occupe du sanitaire, donc potentiellement des restaurants sales, mal vérifiés. Donc, tout le système de la société est endommagé à cause de la corruption. Par exemple, les gens vont avoir moins de possibilités d'avoir de l'assurance chômage, d'avoir une retraite, d'avoir des services sociaux qui permettent justement de faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté dans une population. إذا الفساد فينا نقول عنه إنه هو فيروس مثله مثل الكورونا، عم يستشرب النظام وعم يفتك فيها، وله تأثير مباشر على كل الناس، حتى لو كان الشخص منه فاسد،
حتى لو كان ما بيقبل رشاوي، ولكن هو بيتأثر بالفساد، لأنه بسبب الفساد اللي موجود بالنظام أو بالمجتمع هو ما حيحصل على الخدمات الصحية، الاجتماعية، التعليمية، مطاعم نظيفة، طرقات منظمة، كل النظام، فإذا يلحق به الضرر بسبب الفساد. Tout à fait. Alors, je vais vous parler rapidement de la Convention des Nations Unies, parce que le Liban a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette convention est entrée en vigueur en 2005. Le Liban, ça a été ratifié par 187 pays et le Liban a signé ça en 2009. Donc, le 22 avril 2009, le Liban a signé cette convention. Ça oblige techniquement le Liban à créer des lois pour lutter contre la corruption. Ça l'oblige. Parce que ce que fait cette convention, elle met des standards anti-corruption. Elle dit, tous ceux qui ont signé cette convention doivent faire en sorte de lutter contre la corruption dans leur pays. Alors, ils doivent faire des lois pour lutter contre la corruption. Ils doivent mettre des cadres juridiques, ils doivent mettre des cadres, des règles dans les institutions pour vérifier s'il y a de la corruption, pour punir s'il y a de la corruption, pour examiner. Donc, c'est une convention qui est importante pour ces pays-là, pour, disons, montrer aux Nations Unies et à tous les pays que nous faisons tout pour lutter contre la corruption. Pourquoi les pays vont faire ça? Parce que, par exemple, si tu veux de l'aide internationale, ben, tu as intérêt à me montrer que tu n'es pas un pays corrompu et que tu fais tout pour lutter contre la corruption. Parce que sinon, on n'est plus intéressé à te donner de l'argent parce qu'on ne sait pas si ça s'en va à la population ou bien si ça rentre dans ta poche. Donc, le Liban a adhéré à cette convention, quand même, il faut le reconnaître, le 22 avril 2009 et il l'a mis en application le 22 mai 2009. Et je vais vous montrer quelles sont les lois que le Liban a créées, au fond, que l'État libanais a mis en place pour lutter contre la corruption. Et est-ce que ça fonctionne? C'est ça la grande question. عم نحكي هون عن شرعة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد اللي صارت ب 2004. وهون لما نحن بنشوف إنه في شرعة لمحاربة الفساد بنقول إنه لبنان لازم صار يعني لازم يوضع خطة لمحاربة الفساد، بمعنى يوضع قوانين، يكون في إطارات جنائية، يكون في معايير، قوانين بالمؤسسات لمراقبة الفساد، لمعالجة الفساد، لمعاقبة الفاسدين، وإلا يعني الأمم المتحدة والأنظمة الكبيرة رح تفقد الثقة بلبنان. وهلأ رح نشوف كيف لبنان عمل خطة، بس بدنا كمان نشوف إذا هالخطة عن جد عم تعمل بشكل صحيح أو لا. يعني مثل ما بيقولوا كل يوم على الأخبار، أنتم بتعرفوا إنه إذا ما بتعملوا إصلاحات ما رح تاخذوا مصاري. هذا اللي كان عم تحكي عنه كمان الدكتور. صحيح. بقولوا إنه نحن فقدوا الثقة فينا، يعني الهبات والمساعدات حتى ما بقى عم يعطونا إياها بسبب هيدي الشغلة. Docteur, est-ce que nous avons parlé trop en arabe? Est-ce que vous avez besoin que je vous traduise ce que nous venons de dire? Non, c'est bon. Okay. C'est bon. Alors, le Liban a adhéré à la Convention en 2009. Par contre, le Liban a créé une loi qui est la loi électorale en 2008. Cette loi électorale n'est pas mauvaise, elle est bonne en soi. C'est son application qui est problématique. Alors, cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle les dépenses électorales, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se présenter aux élections, ben, il y a un certain plafond à ne pas dépasser dans ses dépenses électorales et on va contrôler ça. Il y a même une commission qui est chargée de surveiller les élections. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde le bilan, il est plutôt décevant. Ce qu'on constate, c'est que les dépenses
n'ont pas vraiment été contrôlées, dans le sens que les gens ont continué à faire comme ils font d'habitude. Et cette commission, malheureusement, n'avait pas assez de pogne pour disons, vérifier tout ça. Donc, cette loi-là, elle existe, mais elle a besoin d'être renforcée, elle a besoin d'être appliquée, elle a besoin vraiment que cette commission soit beaucoup plus forte pour appliquer la loi. On constate aussi qu'on a plusieurs lois depuis 2015 qui ont été créées. Je ne vais pas tous les nommer, je vais nommer les plus importantes. L'une qui est importante, c'est celle qui permet de protéger les dénonciateurs d'actes de corruption. Cette loi a été créée en 2018, donc cette loi est bonne en soi, mais malheureusement, c'est difficile de dire si elle est encore une fois bien appliquée, c'est-à-dire si les gens qui dénoncent sont vraiment protégés. Alors encore là, on a des lois, mais c'est l'application des lois qui est un peu problématique. L'autre loi qui est importante, c'est la loi qui a été mise en place le 8 mai 2020. Donc aujourd'hui, qu'on est le 8 mai, c'est l'anniversaire de cette belle loi. C'est l'anniversaire de cette loi qui est la loi sur la lutte contre la corruption. Quel hasard, hein? C'est la loi sur la lutte contre la corruption dans le secteur public et la création de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Donc, cette loi, qui est une bonne loi, elle établit des règles pour lutter contre la corruption dans le secteur public et elle crée une commission nationale de lutte contre la corruption. Mais jusqu'à présent, cette commission n'a toujours pas été mise en place. Donc, on attend, là, ça fait 1 an maintenant. Aujourd'hui, on est le 8 mai. Donc, ça fait maintenant 1 an que cette loi existe. Mais cette commission-là n'a toujours pas été mise, en tout cas à ma connaissance, elle n'a toujours pas été mise en place. Donc, vous voyez, le Liban a mis en place quand même depuis 2008 des lois, mais malheureusement, je vous dirais, leur mise en application est plutôt faible. اوكي اليوم بسائب عيد ميلاد هيدا القانون اللي كانت عم تحكي عنه الدكتور، اللي هو انوضع بسنة 2008 لمعاقبة الفاسدين. هيدا القانون وضع، ولكن للأسف الأشخاص محميين. إذن الموضوع بيتعلق بتطبيق القوانين. تطبيق القوانين هو اللي صعب. لبنان وضع فعلا قوانين بتراقب سقف المصاريف المسموح بصرفها، ولكن دايما عم يبين انه المبلغ اللي عم يصرف مخيب للامال، ودايما عم يتخطى السقف اللي مسموح فيه بسبب انه الاشخاص واصحاب السلطه عم بيستغلوا سلطتهم ليحصلوا على مكاسب شخصيه. La loi a 1 an maintenant, hein, la loi sur la corruption. 2018 2020. OK. Donc, c'est quand même une journée assez comique quand même. Oui. On se retrouve à se parler de ça aujourd'hui. فعلا شيء مضحك مبكي. نحن بنشوفه لايف. انت دكتور من كندا، نحن لايف عايشين كل يوم. Alors, maintenant, posons-nous la question. Quelle est la situation de la corruption au Liban? Alors, au Liban, comme vous le savez, n'oubliez pas, le Liban est considéré comme un pays très corrompu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système libanais, judiciaire, fonctionnaire, législatif, en fait, tout le système de l'État libanais est un système qui est aussi corrompu. Il y a de la corruption systémique, individuelle et politique. Donc, ça va plutôt mal au Liban. C'est triste à dire, mais c'est ça. La première chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de séparation
vraiment étanche, réelle, une séparation forte entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Judiciaire, c'est tout ce qui concerne la justice. Exécutif, c'est tout ce qui est les institutions, ceux qui exécutent les politiques et les lois du gouvernement. Et législatif, c'est ceux qui font les lois. Donc, c'est le Parlement. Donc, il n'y a pas cette séparation. Chez nous, au Canada, un député ne peut pas appeler un juge pour lui dire, tu sais, là, j'ai un de mes citoyens, ou c'est même pas son enfant, c'est un concitoyen. C'est-à-dire, moi, je suis député d'un territoire, un de mes citoyens vient me voir parce qu'il a un problème judiciaire, c'est en cours. Moi qui suis député, je n'ai pas le droit de prendre mon téléphone et d'appeler le juge, d'appeler l'avocat ou même d'appeler le procureur pour lui dire, vous savez, mon citoyen, c'est un bon gars, c'est pas un criminel. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je risque de me retrouver avec de gros problèmes, avec vraiment un blâme. Si ça se sait, je suis foutu. Carrément, comme député, tu es foutu. Foutu, ici au Canada. Donc, chez nous, au Canada, il y a une séparation claire entre le législatif, le Parlement, le judiciaire et tout ce qui est les institutions publiques. C'est sûr qu'un député peut faire valoir au Canada des dossiers importants et travailler en concertation avec les institutions, mais pas le judiciaire et l'exécutif, c'est-à-dire les fonctionnaires. On travaille en collaboration, mais vraiment pas dans des intérêts personnels. Jamais. Ça, c'est vraiment la pire des choses qu'un député peut faire parce qu'il peut perdre sa place de député. Donc, la séparation des pouvoirs est très importante au Canada, chose qu'il n'y a pas au Liban. Troisième élément, et là, je vais laisser après la traduction. Troisième élément, c'est l'indépendance des tribunaux. On constate qu'il y a un manque d'indépendance des tribunaux au Liban. Donc, et ça, malgré la loi qui a été faite, je vais vous la remontrer, la loi sur le pouvoir judiciaire. Attendez, où est-ce qu'elle est? Bon, je ne l'ai pas mise, mais malgré le fait qu'il y avait une loi, qui renforce le pouvoir du judiciaire, malgré cette loi-là, on constate encore que les tribunaux ne sont pas indépendants. Les tribunaux vont malheureusement juger les choses en fonction du WASTA. Je vous laisse traduire. بدنا نحكي هون عن وضع الفساد بلبنان. للأسف بلبنان ما في فصل بين السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الأشخاص بتستغل هيدي السلطة وحتى بتتعدى على الأمور الثانية. بكندا في فصل، يعني النائب مثلا ما في أبدا يستغل أي شيء لمصالحه الشخصية وإلا بيفقد منصبه. في كمان استقلالية المحاكم. نحن عنا بلبنان ما في استقلالية للمحاكم، بينما بكندا في استقلالية للمحاكم. صح، يعني نحن بلبنان ممكن حيلا حدا، أصغر حدا يحمل تليفون ويدق لأكبر قاضي ويمشي الحال ويأثر على قراره مثل ما بيصير كل يوم بلبنان. هذا الشيء بكندا أكيد، وبالدول اللي عم تحارب الفساد وعم تشتغل مستحيل يصير، ما ممكن يصير. Tout à fait. J'ai donné l'exemple du Canada, mais c'est dans beaucoup de pays où le niveau de corruption est très faible. Oui, bien sûr. Je vous comprends, hein? عطينا مثل عن كندا، ولكن هيدا الشيء بينطبق على كل البلدان اللي ما فيها فساد. Alors, ce qui est important aussi de constater au Liban, c'est que le Liban, son fonctionnement généralisé est basé sur un système du clientélisme. Donc, même au niveau politique, à tous les niveaux, que ce soit judiciaire, politique,
institutions publiques, etc. Le système de fonctionnement, comment fonctionne l'État libanais dans son ensemble, c'est un système basé sur le clientélisme. Donc, le client. Alors, chaque cas est différent, dépendamment de son contact, de son statut, de l'argent qu'il a, je vais servir un client. Tous les citoyens ne sont pas égaux. Donc, on appelle ce système c'est un système de clientélisme. Selon le client, il va avoir une réponse différente de l'État, du système, quoi, en fait. Deuxièmement, bien sûr, le Liban, malheureusement, l'État est faible. Pourquoi tout ça? Parce que l'État est faible, l'État est négligent et l'État est instable. C'est ça aussi le problème, c'est que la situation libanaise au niveau de l'État est toujours une instabilité. On a connu le Liban pendant quand même un bon moment, il n'y avait pas de président de la République. Il y a beaucoup d'instabilité. Par exemple, l'explosion au port de Beyrouth, c'est un exemple flagrant de négligence. C'est un exemple aussi potentiel de corruption. La grande question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait qu'autant de produits dangereux aient pu rester aussi longtemps au port. Négligence, corruption, inconscience, et on voit bien qu'il y a une faiblesse du système libanais. L'autre point, c'est le système bancaire. On voit un système bancaire défaillant, mais aussi véreux, dans le sens que ce système bancaire-là fricote avec des flux qu'on peut se poser des questions là-dessus. Donc, on a un système bancaire qui est carrément défaillant. Alors, imaginez un État faible, un système bancaire défaillant, pas de séparation des pouvoirs et bien sûr, pot de vin, trafic d'influence, détournement de fonds. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une corruption très élevée au Liban. Je vous laisse traduire et je continuerai. للأسف بلبنان نظام الفساد اللي مستشري بيقوم على المحسوبيات أو الزبائنية. يعني حسب معارف الشخص، حسب مصرياته، حسب منصبه بيقدر يحصل على مصالحه وعلى اللي بده إياه. بالإضافة لهذا الشيء الدولة ضعيفة، الدولة غير مستقرة، مثل ما شفنا في فترة طويلة كانت مرقت بدون رئيس جمهورية مثلاً. عطت الدكتور مثل انفجار بيروت اللي هو خير دليل على الإهمال وعلى الفساد. بالإضافة لهذا الشيء نظام المصرفي بلبنان فيها هشاشة كتير كبيرة، وكل هيدا اللي ذكرته يعني المحسوبيات الزبائنية الإهمال ضعف الدولة بيؤدي لأنه الفساد بلبنان نسبته كتير عالية وكتير كبيرة. Alors, les institutions qui sont les plus touchées au Liban, ça ne veut pas dire que les autres institutions ne le sont pas, hein. C'est juste ceux qui sont les plus corrompus. Là. Il y en a hein. Ceux que vraiment, il y a les pires, qui sont les plus touchés. Il y a le cadastre, l'état civil, les municipalités et l'urbanisme, la justice, la police judiciaire. Là, je vous parle des institutions. Je ne vous parle pas du Parlement, je ne vous ai pas parlé de l'autre côté, là, de ceux qui font les lois. Je vous parle de l'exécutif. Dans l'exécutif, on a constaté que ces différentes institutions publiques sont les plus touchées par la corruption, ce qui est normal, parce que ce sont les plus proches du peuple. On a tous besoin de l'état civil. On a tous besoin pour construire quelque chose. On a besoin des permis, on a besoin des autorisations, on veut acheter des immeubles, on a besoin des cadastres, on se retrouve en justice, la police c'est le plus proche aussi. Donc, ces institutions-là sont les plus touchées par la corruption. L'autre problème qu'on constate au Liban, c'est que c'est la loi de l'impunité. L'impunité, c'est-à-dire ceux qui font
la corruption, les corrupteurs et les corrompus ne sont pas punis. À peine si on leur tape sur les doigts un petit peu. Donc, quand il n'y a pas de punition, ben, c'est sûr que la corruption continue. Par exemple, lorsqu'il y a eu les manifestations contre la corruption et la pauvreté en octobre 2019, il n'y a eu aucune enquête majeure, il n'y a eu aucun fonctionnaire qui a vraiment été inquiété. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc, on constate que non seulement il y a une impunité, mais malgré la loi sur la protection des dénonciateurs, il y a un manque de protection des dénonciateurs. L'autre point aussi qui ajoute encore au problème, c'est qu'il n'y a pas d'outils de contrôle. Il n'y a pas vraiment d'outils de contrôle. Regardez par exemple la commission de lutte à la corruption, ça fait 1 an, elle n'a pas été mise en place. Donc, il n'y a pas d'outils, puis il y a un manque de transparence. Par exemple, ici au Québec, au Canada, lorsque le gouvernement dépense de l'argent, c'est connu. N'importe quel citoyen peut faire une demande d'accès à l'information et savoir qu'est-ce qui a été dépensé, combien ils ont dépensé, où ils ont dépensé. Tout est marqué. Il y a des audits, comme on dit. Tout est vérifié. Et dernier point, je reviens là-dessus, malheureusement, le Liban est quand même dominé par des clans mafieux et de l'argent qui vient de l'extérieur, qui n'est pas forcément de l'aide internationale. Je vous laisse traduire. D'accord. عم نحكي عن المؤسسات الأكثر فساداً بلبنان اللي منها السجل العقاري، البلديات، الشرطة القضائية، مجلس القضاء الأعلى، التفتيش القضائي. للأسف اللي هن لازم يكونوا عم بيراقبوا الفساد وعم بيعاقبوا الفاسدين هن اللي مستشرفين الفساد أكثر شيء. الفاسدين بلبنان لو عرفوا لا يعاقبوا أو بالكاد يعني هيك يربت على أكتفهم مثل ما بيقولوا، ما في حساب. شفنا كمان الثورة اللي صارت ب 17 تشرين واللي طالبت بمحاربة الفاسدين، شفنا أنه ما في حدا أبداً تعاقب ولا حتى تعرض للمساءلة. الشغلة الثانية اللي بدنا نحكي عنها هي أنه ما في وجود للشفافية، وللأسف ما في وجود لأدوات مراقبة. يعني بكندا المواطنين حتى بيقدروا يعرضوا الشخص للمساءلة أو يسألوا وين صرف هذا المبلغ من المال، يكون عندهم أكسس لحتى يفوتوا على النظام ويشوفوا يعني كل شيء واضح، كل شيء حتى المواطن بيقدر يحصل عليه. ثالث شيء كمان إنه لبنان محكوم بزمرة مافيات هي اللي عم بتسهل وجود هذا الفساد. بيجي مال من برا، مال سياسي، بنقول له مال سياسي بيجي من برا وبالتالي بيزيد فيه البله يعني. Je suis désolée, hein, j'ai eu un petit... J'ai éteint tous mes téléphones sauf celui-là. Sorry. Ça va دكتور. اساسا نحن اساسا يعني تقريبا خلصنا. Le temps est presque terminé. Presque terminé le temps. Ah, d'accord. Alors je vais faire rapidement. Alors le dernier point peut-être aller assez rapidement. L'un des points importants, là on a parlé de l'État, on a parlé vraiment des institutions, etc. Mais il y a un point très important que je tiens à souligner, c'est que la corruption au Liban, c'est un état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une culture de la normalité de la corruption. Et c'est là qu'on revient à la fameuse définition d'Eisenhower qui dit que c'est la façon dont on voit la corruption. C'est qu'au Liban, la corruption s'est perçue comme un signe d'intelligence, chatara, débrouillardise. La corruption, c'est une mentalité au Liban. C'est un mode de vie. C'est devenu un mode de survie. C'est comme si c'est normal la corruption. Et ça, c'est pire que tout. Pire qu'un État corrompu. Pire qu'un État faible. Pire que tout, c'est quand une population en vient à croire que la corruption, c'est normal. Il y a eu un sondage de l'ONG Secker qui dit que 50% des Libanais
sont prêts à payer des pots de vin. 50% des Libanais sont prêts à payer des pots de vin ou à utiliser leur contact, leur wasta, pour contourner, par exemple, la douane, ne pas payer de contravention, etc. Il y a quand même 50% des Libanais qui sont prêts à faire ça. Donc, pour les Libanais, à un moment donné, l'État est inexistant. Pour eux, l'État, ils ne croient plus en l'État. L'État ne peut pas plus rien faire pour eux. L'État n'est pas le garant de leur survie, de leur vie en tant que citoyens. Donc, ils vont s'inscrire dans la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi du contact, de l'argent, de la corruption. Parce que pour eux, l'État ne fait pas le travail qu'il doit faire. Il est inexistant. Et ça, c'est l'élément le pire pour le Liban, parce que cette perte de confiance dans l'État et ses institutions fait en sorte que la corruption devient normale. Ça devient même une façon de penser, carrément. Et je vous donne un autre exemple de ce sondage-là. 43% des Libanais ne dénoncent pas les actes de corruption parce qu'ils n'y croient plus. Ils sont désespérés. Pour eux, ça ne va rien régler, ça ne va pas avancer, ça va pas, ils ne vont pas être punis de toute façon. De toute façon, ce sont nos dirigeants qui sont corrompus. Donc, c'est ça la façon de penser libanaise. Et malheureusement, l'une des conséquences, c'est qu'on donne à nos générations futures, on lègue la corruption aux générations futures. Et c'est comme un cercle qui ne finit pas et qui se répète et qui se répète. Ça fait en sorte que les gens quittent le Liban. Il y a des gens qui vont préférer aller ailleurs, vivre pour vivre mieux, pour que leurs enfants aient un avenir. D'ailleurs, il y a plus de Libanais hors du Liban qu'au Liban. Donc, et tout ça fait en sorte que ça appauvrit le Liban et ça amène la discrimination entre les individus. Donc, au fond, l'un des éléments importants, et je vais laisser la traduction et terminer avec, imaginons un Liban exemple de corruption, l'un des éléments le plus important, quant à moi, c'est cet état d'esprit qui amène le Libanais à croire que la corruption est normale. اوكي للاسف بلبنان الفساد هو طريقه تفكير. كيف بشوف اللبنان الفساد؟ بشوفوا اغلبيه اللبنانيه اكيد بشوفوه انه هو دليل ذكاء، هو دليل او حاجه للبقاء. للاسف هو صار نظام حياه عند اللبناني. في احصاء عملته ONG هي سكر بتقول انه 50% من اللبنانيه مستعدين لدفع الرشاوى واستخدام الواسطه، لانه بالنسبه لهم الدوله غير قادره على القيام باي شيء. فللاسف عم نرجع يعني نحن بطريقه ما لقانون الغاب لحتى نستمر ولحتى نعمل اللي نحن بدنا اياه. وللاسف هيدا طريقه التفكير اللي عند اللبناني عم نورثها للاجيال بالمستقبل وعم بتكون شبه حلقه تتكرر وتتكرر. وبالتالي كل اللبنانيه عم بفلوا ليقدروا يامنوا بلكي حياه افضل، بلكي ما في اكسي على شيء بلبنان، بنروح لبرا نقدر نكون عندنا حياه افضل كانسان من دون ما نكون عم نضطر نفوت، لانه بنعرف كثير اشخاص ما بدهم يفوتوا بهيدا اللعبه بس ما عندهم اوبسيون الا يفوتوا باللعبه، لانه ما عم نقدر نحصل على ولا شيء بلا هيدي الطريقه اللي فيها فساد عم نتعلمها، عم بيعلمونا اياها للاسف. اوكي Docteur, vous allez terminer avec encore une idée? Oui. Encore une idée? Ok. Je voudrais juste terminer avec cette idée-là parce que je ne vais pas revenir sur la séparation des pouvoirs, sur le gouvernement, tout ça. Il y a un sentiment d'impuissance dans la population libanaise de penser qu'ils ne peuvent rien changer, qu'il n'y a rien à faire. Et bon, oui, il y a eu les manifestations, ils ont cru que par les manifestations,
manifestations, ils vont pouvoir arriver à quelque chose. Et puis oui, les manifestations, c'est très important. Mais par contre, la population libanaise a un grand pouvoir. Et son pouvoir, c'est sa façon qu'elle a d'éduquer ses enfants. La corruption, là, la lutte à la corruption, ça s'apprend à la maison. Ça s'apprend par l'exemple. L'exemple qu'on donne à nos enfants d'être nous-mêmes, c'est-à-dire on commence par planter et nettoyer notre propre jardin. C'est comme ça que commence une vraie révolution. La révolution, ce n'est pas juste les manifestations qui sont bien souvent parfois détournées par le politique. La vraie lutte contre la corruption, elle commence à la maison et elle continue à l'école. Ça veut dire que chaque Libanais, dans sa propre conscience, et par rapport à ses voisins, à ses amis, à sa famille, de propager cette idée-là, de dire moi je ne suis pas corrompu et je ne serai pas corrompu et je ne suis pas corruptible. On ne me corrompra pas et je ne le ferai pas. Je vais apprendre à mes enfants à être comme ça et je vais faire en sorte que l'école apprend, faire en sorte que l'école apprend ces valeurs-là à mon enfant. Parce que mon enfant, plus l'enfant de mon frère, mon cousin, mon voisin, tous ensemble, cette nouvelle génération, il faut une nouvelle génération au Liban, une nouvelle génération qui pense autrement. Mais cette nouvelle génération, elle ne pourra pas éclore, elle ne pourra pas naître si les Libanais de maintenant ne la donnent pas, ne gagnent pas confiance en eux et se dire, nous, on est capable de tout changer. Pas seulement le gouvernement, ce n'est même pas une question de gouvernement, mais de changer cette culture, cette mentalité de croire que la corruption est normale et un signe d'intelligence. C'est ça le plus grand problème au Liban, c'est de croire que la corruption est normale. À partir du moment où on travaille sur nous-mêmes d'abord, sur nos enfants, sur notre famille dans l'ensemble, nos voisins, qu'on amène le plus de personnes à croire à ça, que la corruption, c'est vraiment le cancer qui nous bouffe tous et qu'au fond, c'est par la solidarité qu'on pourra s'en sortir face à des gouvernements corrompus, face, pas seulement des gouvernements, mais des institutions corrompues. C'est comme ça qu'on peut changer vraiment les choses. Et il y a eu des pays qui étaient très corrompus, comme le Liban, et qui en sont venus par la base, par les citoyens, à décider que ça va changer et tourner une nouvelle page. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour changer une culture, une mentalité, mais c'est de génération en génération qu'on le fait. Et à partir du moment qu'on le fait en commençant par nous-mêmes et en le propageant à tout le monde, c'est comme ça qu'on change vraiment les choses. Et moi, je vous encourage. Je vous dis, oui, c'est pas facile la situation au Liban. Oui, le système est corrompu. Oui, il y a des individus, même des hauts fonctionnaires qui sont corrompus. Mais par contre, commencez par vous-même, continuez avec vos enfants et vos familles et vos voisins et à l'école, c'est là-bas que ça change. L'éducation à l'identité citoyenne, c'est ça qui est le fondement de toute société et de toute démocratie. اوكي دكتور، اللي عم بتقولي انه الناس لازم يبلشوا من حالهم، ننقل ثقافه ثانيه مختلفه تحارب الفساد. بدنا نبلش بالبيت وبدنا نبلش بالمدرسه، لانه هيك نحن بنقدر نقضي على الفساد. نحن حنرجع عن دكتور مثل ما خبرتك قبل، رح نكون عم نترجم الكونتونيو وننشره لكل الزملاء اللي ما قدروا كثير يتابعوا معنا بالفرنسي، نترجم لهم اكثر واكثر ديتاي. بس ولكن الوقت داهمنا، كرمال هيك الوقت كان كثير سريع معك دكتور. رائعه الانترفنسيون البريزونتاسيون، ما معودين بلبنان على هيك نوع من البريزونتاسيون، كثير مفيده كثير مهمه. نتمنى لقاءات ثانيه وجديده مع حضرتك، لانه بحاجه لبنان لهيك اشياء نعرفها اكثر واكثر. ميرسي بوكو. ميرسي دكتور. Merci à vous. Merci de votre invitation et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. Et la bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. OK.